pas une dictature au sens du Togo. Ouais. La population n'est pas surveillée, Ouais. les gens ne sont pas forcément... C'est pas un état policier dans les termes de... Ouais. Ici, ils vous surveillent pas. Ils vous surveillent pas. Avec votre carte de presse, là, vous pouvez filmer ce que vous voulez. Regarde même pas. Vous pourrez mettre une carte du Club Med à l'intérieur à la place de la carte de presse. Vous dites, ok, c'est bon, avance. Mais c'est un régime ultra corrompu. Beaucoup de détournements, alors qu'il y a des richesses, tu vois, t'as le Bani, t'as les mines, le saphir, l'or, voilà, c'est vraiment, c'est très fort. Beaucoup de problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité. Les gens sont extrêmement pauvres. Alors, ils sont pauvres partout dans plein de pays africains, tu vois, alors qu'il y a des richesses. Mais à Madagascar, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Et donc, ce sont ces quatre gamins qui ont lancé ce mouvement. Ce sont ces 4 gamins qui ont lancé le compte de la Gen Z à la suite de ce qui s'est passé au Népal et en Indonésie, et qui ont fédéré autour et qui ont lancé le premier appel à manifester le jeudi 25 septembre et c'est là que toutes les colères se sont cristallisées. Les gens, comme un peu au Togo, se sont fédérés parce qu'aussi c'était pas à l'appel d'une opposition que les gens jugent corrompus, qui étaient crédibilisés. C'était vraiment des gens de l'extérieur, des gens contrairement au Togo, c'est des gens qui n'étaient pas forcément connus, tu vois, c'était pas comme toi, aux Agabambo, et voilà. C'était vraiment des gens qui sont sortis de l'anonymat. Ils sont même pas sortis. Jusque-là, ils sont anonymes. Hein. Ils sont toujours anonymes. Là, ils sont anonymes. Oui, jusque-là. Il y en a qui ont fait des interviews, mais villages masqués. Et puis petit à petit, il y a eu des manifestations, donc qui étaient réprimées. Il y a quand même eu 22 morts pour la semaine des Nations Unies, parce qu'à un moment, ils sortent avec Kalachnikov. Et le président Razoel a renvoyé tout son gouvernement. Mais ça a continué, ça affaiblissait. Et puis c'est vrai que samedi matin, quand il y a eu l'appel de l'armée, la mutinerie là au Cap-Sat, les gens se sont sentis galvanisés et ont suivi. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comme partout, c'est-à-dire que la Gen Z n'est pas forte, entre guillemets, elle a su être force de mobilisation, mais elle n'est pas forte pour peser dans les débats. Il commence à y avoir des récupérations politiciennes, etc. Il y a l'armée qui rentre en jeu. Donc il y a beaucoup de négociations là qui sont en cours. Alors, la classe politique à Madagascar, elle représente quoi jusqu'à ce que la Gen Z n'intervienne sur la scène politique? La classe politique, elle était quoi? Tu as des opposants classiques, tu as l'ancien président Marc Ravalomanana qui est là, c'est une vieille classe politique qui est décriée, qui a eu son temps aux affaires et qui n'a pas réussi à résoudre les problèmes. Parce que ici, c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire tout, les routes, l'eau, l'électricité, il y a tout qui manque. Alors qu'en fait, c'est un pays extrêmement riche, que ce soit en mines, que ce soit, ce que j'ai parlé de la Bani, il y a une captation des ressources là par une minorité, par l'ancien président Razoel qui, rappelons-le, était DJ dans une boîte de nuit avant de devenir président, qui détient la nationalité française alors qu'il n'avait pas le droit normalement d'être français. Voilà. Qui a été installé à l'époque au pouvoir par Nicolas Sarkozy, qui là maintenant s'est un peu fâché avec les Français. Et puis tu as vraiment un système, là tu le vois, système mafieux avec des vieux Corses. On a l'impression d'être dans les années 90. Des Israéliens aussi qui gèrent le service d'électricité. Le patron du service d'électricité, c'est un Israélien. C'est un Israélien. Le patron de la Gérama, c'est un Israélien. Donc des fois, les ressources de l'État sont complètement bradées. Et dans cette histoire d'énergie, l'État rachetait le kilowattheure pour le revendre encore plus cher aux citoyens, pour se faire de l'argent au passage. Enfin voilà, il y a eu vraiment un ras-le-bol qui s'est cristallisé. Et puis bon, là, je vois pas comment Razoel va s'en sortir. Donc là, actuellement, le président. Donc là, actuellement, le président, il est caché à Madagascar, il n'a pas fui. Il y a des rumeurs qui ont fait état de ce qu'il était à l'ambassade de France. Il n'est pas à l'ambassade de France. Non, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la France s'est fâchée avec Razoel parce qu'il faut savoir qu'ils ont voulu installer une base militaire là au nord de Madagascar, qui s'appelle Diego Suarez, qui est une base stratégique pour surveiller l'océan Indien. Et Razoel n'a pas voulu. Il avait donné son accord au début et ça n'a pas voulu. Et par ailleurs, il y a le conflit des îles éparses là, qui sont des îles de Madagascar. La question des îles éparses. Où il y a des militaires français, mais qui sont revendiqués non seulement par Madagascar, mais par les Comores, etc. Et surtout par Madagascar. Donc là, il y a le conflit. Et puis, en fait, il faut savoir que la France favorise surtout un mec qui s'appelle Mam Ravalomanana, qui est le plus riche du pays. Un homme d'affaires très riche. Très riche qui a, c'est sur un de ses jets que Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a fui le Japon. En 2020. Tout à fait. Vous vous souvenez de l'affaire? C'est lui qui a prêté le jet.
Voilà, il avait à l'époque des enquêtes du parquet national financier aux fesses. Ouais. Et tout d'un coup, les enquêtes du parquet national financier français se sont arrêtées comme par magie. Ouais. Et ce gars-là est favorisé par les réseaux français. C'était lui qui soutenait Razoel. Ouais. Mais les deux se sont fâchés mis en bisbille récemment. Ouais. Mais là, le coup n'est pas organisé par lui, puisque Ravatoman, là, ce fameux milliardaire, a fui. Il a fui. Il a pris un jet privé. Maintenant, Il a fui. Hier, il a pu atterrir à la Réunion. En fait, ce milliardaire aussi qui était le soutien de Rajoel avant qu'il ne se fâche, a été aussi surpris par les événements. Oui, oui. Ouais. Oui, parce que c'était même lui qui avait organisé même les pillages. Tout à fait. Après la première manifestation le 25 septembre, Ouais. il avait organisé les pillages parce qu'aucune de ses entreprises n'avait été touchée. Ouais. Et que les entreprises de ses concurrents. Donc, C'est ça. on s'était dit que, comme il avait une milice privée avec des gendarmes français, c'était Ouais. lui qui avait organisé les pillages pour affaiblir à la fois affaiblir ses concurrents, mais aussi Affaiblir la manifestation. le mouvement de la Ouais, FFL. c'est ça. Voilà. Et donc les militaires, bon voilà, il y a vraiment une colère par rapport à Razoel, à Ravatoman, enfin tout ce système. Et effectivement, la France était fâchée avec Razoel. Donc l'histoire que Razoel s'est réfugié à l'ambassade de France, bon, ça vient sans doute de l'idée que Razoel dépose la nationalité française, Ouais. mais c'est pas vrai. Moi, D'accord. la France fait n'importe quoi, ça. D'accord. On est les premiers à dire, mais à un moment quand il fait n'importe quoi, non, il est caché quelque part à Madagascar. Il est ni au palais ni à sa résidence. Je sais que même les militaires hier. Il est caché avec sa famille. Il est caché. Il est caché avec le dernier. Je ne sais pas s'il a fait sa famille parce que ses enfants sont en Suisse. Ses enfants sont en Suisse. Mais sa famille, en tout cas le dernier qui reste ses fidèles, à tel point que les militaires essayaient de le rencontrer. Les militaires, les putschistes là, entre guillemets, hein, même s'il dit que c'est pas un putsch, mais les putschistes ont essayé de le rencontrer, mais la négociation se fait pas directement, elle se fait par des intermédiaires en fait. Ouais. Donc là, il est en train de... Et que sont devenus les derniers barons du régime, les barons du régime de Rajoel? Ils sont où? Surtout, il y a le fameux président du Sénat, là, le militaire. celui au chapeau de l'officier. Richard Ravaloman, le gendarme. Ouais, le gendarme, l'officier, qui est le président du Sénat. Voilà, le général Bomba. Voilà, ils ont dissous. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, ils ont dissous le Sénat pour éviter que si le président démissionne, le pouvoir revienne au Sénat. Là. Ouais. Donc, lui, je peux vous dire, je ne sais pas où il est. Il est en fuite. Il faudrait mieux qu'il se cache. Parce que les jeunes sont en train de le chercher. Les jeunes sont en train de le chercher. Les gendarmes, il y a une vraie colère. Y compris, d'ailleurs, il y a eu des affrontements entre les gendarmes et les militaires. Ouais. Moi, j'étais tout à l'heure là au camp de la Capsat. Il y a un militaire là qui a été tué par les gendarmes lors d'affrontements. Même ce matin, il y a eu encore des affrontements entre les gendarmes et puis les militaires. Mais ça a tourné à l'avantage des militaires. Et là, les militaires sont des bandades. Et lui, qui était le président du Sénat, qui était le patron officieux de la gendarmerie, voilà, parce que hier, j'ai retrouvé, je ne sais pas, vous avez vu des douilles de AK-47. Tout à fait, j'ai vu ça. On s'est fait canarder. Grenade française avec en plus de la toxicité du gaz. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai été intoxiqué, j'ai été brûlé. Alors que bon, j'ai l'habitude des gaz lacrymogènes. Ça n'a jamais été comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir la joie des gens. Parce que hier, à 15h, je les voyais complètement refluer. Je me suis dit, il va y avoir un bain de sang, il va y avoir des morts. Et puis tout d'un coup, l'armée est venue. Et puis c'est eux qui leur ont ouvert le chemin là jusqu'à la place du 13 mai, la place de l'indépendance. Ça a été vraiment un moment. Voilà, moi, j'étais très honoré de vivre ça. Mais je t'ai vu porté par la foule à la place. Là, je t'ai vu porté par la foule, justement là, au niveau de la mairie. Tu m'envoies les photos. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette affaire, Thomas? Ça montre qu'en partant de rien, on peut arriver à beaucoup. C'est extraordinaire. C'est-à-dire 4 gamins. 4 gamins dont on ne connaît pas les identités. 4 gamins. Sans argent, avec juste un compte Facebook, on réussit à soulever tout un peuple et à catalyser et à passer outre les frustrations qu'il peut avoir vis-à-vis de l'opposition traditionnelle qui peut être décriée. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Mais la différence avec le Togo, c'est que c'est un régime, c'est pas un régime policier, c'est un régime qui réprime. Tout à fait. Mais c'est pas un régime policier où tu vas avoir l'agent de renseignement à chaque quartier. Les gens vont rentrer dans les téléphones. Ici, ils sont très mauvais en renseignement. Moi-même, depuis que je suis rentré, plus personne ne m'a suivi, personne ne m'a regardé. J'étais très surpris. J'étais dans les manifestations. J'étais juste derrière les gendarmes qui tiraient sur les gens. C'est vrai qu'en partant, tu avais des appréhensions. Tu m'as dit, tu vas aller voir s'il y a un problème, il faut que je sonne l'alerte. Mais là, dès que tu es arrivé, tu m'as dit, il n'y a rien.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas de système, même à un moment, dans les manifestations, c'est-à-dire la police voulait escorter les manifestants, les conduire là où ils voulaient aller, et c'est les gendarmes qui se mettaient à gazer les policiers. Enfin, il y avait une désorganisation au sommet de l'État, et ils sont pas bons en renseignement. C'est ça la grande différence avec le Togo, où la population est surveillée, traquée. Il y a un gars qui met un commentaire sur les réseaux sociaux, on peut aller te prendre au Mali, on peut aller te prendre au Burkina Faso, on va aller chercher à te prendre en France. C'est ça la grosse différence. Ce qui fait que, bon, il peut se passer des choses sans que forcément ça soit empêché. C'est-à-dire la GNZ a pu se réunir, les gens ont pu réunir les gens autour d'eux sans que forcément le régime soit au courant. Alors, tu sais que la société de téléphonie mobile au Togo est une société de droit malgache. Est-ce que tu le sais? Oui. Alors, écoute, tu me l'apprends. Ah ouais, Togocom Yas, c'est une société malgache. Voilà, des gens qui ont des difficultés chez eux, qui rachètent une société de téléphonie mobile au Togo. Bon, on sait qu'il y a Fonya Singbe, sa ministre, Sina Losson qui sont derrière tout ça. Donc, tu vois, voilà. Et donc, tout le système de gestion de Togocom aujourd'hui, Togocom, Togocel, tout ça, est depuis Madagascar. Tout est implanté à Madagascar. L'argent qu'on sort, on envoie à Madagascar. Et vraiment. Oui, tu as un système marché ici, donc tu as beaucoup de centres d'appel. Même par exemple, les compagnies françaises de télécom ont un centre d'appel ici parce que ça coûte moins cher. Et profitant de la misère, du salaire, voilà, c'est ça, tu verses 50 € par mois, c'est déjà un bon salaire. Et donc, évidemment, on peut faire sortir de l'argent. Vraiment, ici, c'est un système vraiment mafieux, où il y a énormément d'argent qui est en circulation, peut-être même plus que le Togo dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, voilà, comme il n'y a pas de contrôle de l'État, tout le monde peut se faire de l'argent. Et puis, tu as des vieux Français là qui sont là, des vieux Corses, tu as des tueurs à gages, des gens qui sont recherchés par Interpol en France, qui finissent ici, qui ont des passeports diplomatiques. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans Jurassic Park, là. Des vieux blancs qui n'ont pas été virés d'ailleurs en Afrique et qui continuent à faire de l'argent ici. Vraiment, c'est très, très, très surprenant. C'est-à-dire qu'on vit comme il y a 20-30 ans, même par exemple, toutes les problématiques sur la présence de la France, qui est très présente en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup critiqué la France, et pas très présente ici. Alors qu'il y a beaucoup à critiquer. C'est-à-dire, tu vois, des entreprises françaises, par exemple, là, il y a une filiale de Bouygues qui a construit un téléphérique dans la capitale, parce que c'est une capitale qui est en hauteur. On a 1300 mètres, il y a beaucoup de montées, descentes, de collines. Et ils ont construit un téléphérique, sauf qu'en fait, le prix du billet est à 50 centimes ou 60 centimes d'euros. Donc 400, pour dire 400 francs CFA. Mais les gens n'ont même pas les moyens de se payer 400 francs CFA. Du coup, quand il y a eu les premières émeutes, ils sont allés brûler ça. Et les 150 millions d'euros là qui ont été investis par l'État malgache, ils sont perdus. Donc il y a beaucoup de choses, tu vois. Et donc, que la France a. Et donc, pour résumer, ces quatre jeunes qui sont pour le moment inconnus, qui ont lancé l'appel sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ont joué sur la misère et la colère des populations pour la soulever contre le régime de Rajoel. Oui, en fait, au départ, c'était vraiment l'histoire de l'eau et l'électricité. Oui, c'était l'histoire de l'eau et l'électricité et c'est parti très vite. Voilà. Voilà, il y a des conseillers municipaux qui sont venus. Et tu as vu le président, le président qui disait à la dernière minute, oui, j'ai dissous le gouvernement, et je demande 1 an pour régler les problèmes. Si après 1 an je ne règle pas les problèmes, je vais démissionner, mais il était trop tard. Oui, mais ça veut dire que le gars est là depuis. En fait, il a fait la transition entre 2009 et 2014. Tout à fait. Il a pris les rênes en 2018. Et il a été réélu en 2023 en grande partie. Il s'est rapproché plutôt des Russes, lui. Et il n'y a rien qui a changé. Donc les gens, ils sont déçus. Alors que c'est lui qui avait mené la précédente grande révolution. Contre Ravalomanana. Voilà. Qui avait, voilà, contre Ravalomanana. Et c'est l'armée qui était venue. D'ailleurs, le Capsat le même, l'armée qui aujourd'hui est en train de le renverser, l'avait mis au pouvoir. Tu vois, comme quoi il y a une certaine ironie de l'histoire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc maintenant, il s'est bien enrichi. Il a une fortune de $1 milliard. Non, mais lui, bon, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, bon, je pense qu'ici, bon, l'idée, c'est qu'il doit être en train de négocier un sauf-conduit pour pouvoir partir à l'étranger. Et puis, bon, et puis vivre de sa fortune. Il a dû planquer de l'argent en Suisse ou je sais pas où. Mais oui, il n'y aura aucun problème avec lui. Voilà, il est unanimement détesté, à ceci près que ici, les gens peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que c'est la différence avec le Togo. C'est-à-dire vraiment, c'est pas un commentaire de... T'as une quasi-unanimité, même les gens qui ne vont pas manifester parce qu'ils ont peur, hein, c'est normal, il y a une grosse répression, te disent que Razoel, au revoir, et puis Ramatomang avec.
tout le monde le dit. Au Togo, tu sais que si tu dis Fort Gnassingbé dehors, tu risques de te retrouver... à la BRI comme toi. Voilà, à la BRI comme moi, et tu risques de rester plus longtemps que moi, parce que moi, je suis resté que 24 heures. D'autres gens peuvent rester plus longtemps. Mais voilà, et c'est bon, moi j'espère qu'il arrivera quelque chose de similaire pour le Togo. Et ou qu'au moins, voilà, les prisonniers politiques qui sont nombreux, et je pense à eux, Steve Rouillard aussi, le Français qui est emprisonné depuis 4 mois, puisse sortir et qui, vraiment, le peuple togolais, plus que d'ailleurs tout autre peuple, le mérite, parce que ce que vous vivez depuis les années 60, franchement, c'est du jamais vu. Tous les pays ont réussi à avoir au moins un moment une certaine forme d'alternance démocratique. Même le Gabon, qui quand même a subi la férule des Bongo pendant 60 ans, ont réussi à un moment à avoir un coup d'État qui a plus ou moins été accepté par la population. Voilà, je le souhaite, de suivre ce scénario à la malgache et que évidemment la génération Z un peu emporte tout sur son passage et que ça arrive aussi au Togo, mais on l'a vu, c'est pas possible. On a vu au Maroc la génération Z, le roi, malgré qu'il soit dans une situation de santé un peu fragile, le roi a pris la parole pour calmer la jeunesse, la génération Z au Maroc. Alors oui, le Maroc, il y a deux choses qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a un respect pour le roi, même s'il a ses défauts qui fait qu'on ne peut pas le renverser, on peut commencer le gouvernement. Et c'est vrai que ce qui rapproche le Maroc et le Togo, c'est que vous avez quand même un système de surveillance de la population qui est quand même très développé. Le Marzen au Maroc, ils arrivent à contrôler leur population, et malgré ça, les gens se sont révoltés. Donc oui, il y a de l'espoir. Mais après, le problème, c'est que c'est bien de faire une révolution, mais la Gen Z aujourd'hui, je ne vois pas comment elle peut peser sur le cours des événements. Très clairement, ça va être... C'est-à-dire, là, le mouvement est en train d'échapper aux jeunes et c'est les militaires qui sont en train de prendre le pouvoir. Et là, vous aviez tout sur l'estrade, là, tout à l'heure, place de l'Indépendance. Les gens sont venus faire une cérémonie d'hommage là aux militaires qui a été tué par les gendarmes hier. Vous avez toute la vieille classe politique avec Mac Ravaloman, tous les opposants que les gens aimaient plus. Les opposants corrompus qui sont revenus dans la... Voilà. Alors que bon, la Gen Z, le problème c'est comme ils sont sans tête, ça a été leur force, mais aujourd'hui c'est leur faiblesse. Et là, très clairement, bon, c'est les militaires, c'est le colonel Michael qui est au devant de la scène, on parle d'autres généraux. Enfin voilà, c'est eux qui vont avoir les cartes en main pour diriger le pays. Et dans le contexte de la communauté internationale aujourd'hui, un militaire qui prend le pouvoir, c'est pas forcément un militaire qui le rend. Parce qu'il n'y a plus d'obligation. On peut très bien, ça peut se passer comme en Guinée, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme partout, où finalement les militaires ont pris et sont là ad vitam aeternam et ils déçoivent les espoirs. Donc c'était bien de le faire, ça, évidemment. La Gen Z, voir la joie des gens, le soulagement hier, c'était très très émouvant. Mais c'est vrai que voilà, on sait pas qu'est-ce qui va se passer demain et ça risque d'être un peu les militaires, les uniformes kaki et les vieux politiciens qui risquent de reprendre le pays. Pour quel résultat? Est-ce que ça va changer quelque chose fondamentalement dans la vie des Malgaches? Ça, c'est la question. Mais c'est déjà bien de le faire, parce qu'il faut vous dire que hier, vraiment, c'était pas gagné, c'est très inattendu. Moi, je voyais le mouvement qui descendait. D'ailleurs, je devais partir aujourd'hui. Je me dis, bon, je rentre aujourd'hui, parce que voilà. Et puis hier, je me dis, bon, je trouve la manifestation, là, comme tous les jours, ça va encore être dispersé. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y a eu cet appel le matin, là, au niveau de la CAPSAT, au niveau de l'armée, qui a fait basculer le mouvement, très clairement. Alors, merci beaucoup Thomas pour avoir consacré un peu de ton temps dans notre live. Merci beaucoup depuis Antananarivo et je te souhaite un bon séjour, mais prudence à toi, fais attention. Et s'il y a un souci, tu m'alertes, je reste toujours en repérage. Le micro est parti. Le micro. Allez, merci Thomas. C'est que d'une manière ou d'une autre, un peuple qui ploie sous le coup de la misère, des violations des droits de l'homme, de la corruption, un régime liberticide, humanicide, infanticide, tout ce que vous pouvez aligner, finit par tomber sous le coup de la population. La population finit toujours par avoir raison. Et donc, ce n'est pas en neutralisant l'opposition, en affaiblissant les partis politiques, qu'une dictature arrive à s'imposer. Là, à Madagascar, on voit bien que ce jeune président qui est arrivé au pouvoir par une révolution, qui a réussi à neutraliser son opposition depuis des années, mais qui a installé un système assez corrompu,
Togo à finir par être emporté par la rue qui a été appuyée par les militaires. Et ensuite, comme j'ai eu toujours à vous le dire, et je l'ai dit à plusieurs reprises, dans ces genres d'événements, l'armée, on a vu en Indonésie, on a vu au Népal, on l'a vu dans d'autres pays avant le Népal, l'armée reste toujours le dernier maillon qui prend le contrôle de la situation. Et on voit bien que ce que j'ai eu à développer ici à plusieurs reprises, en lançant un mot à l'armée, en disant qu'il faut que l'armée soit du côté de la population, tout ce qu'il faut, nous faisons au Togo, tout ce qu'on fera, il n'y a que l'armée qui sera l'élément déterminant au moment venu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut qu'on parle aux militaires, ce sont nos frères, ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos familles, ils sont dans nos communautés. Ils ont beau être, je sais pas, endoctrinés par le système des Nyasimbe, parce que les Nyasimbe ont toujours fait croire à quiconque qui rentre dans l'armée que l'armée est une création des Yadema. C'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai toujours dit, il faut déadémaïser l'armée, parce que quand les gens rentrent dans l'armée, on leur fait comprendre que sans Yadema, cette armée n'aurait jamais existé. Donc c'est comme on leur fait signer un pacte. Donc pour eux, quand on s'engage dans l'armée, on est fidèle à la famille Nyasimbe. Et donc il faut d'une manière ou d'une autre qu'on essaye de dire à l'armée, il est temps que l'armée soit du côté du peuple. Et donc ce sont les leçons que nous devons tirer de Madagascar, et ce sont les mêmes leçons qu'il y a eu avant au Népal. Quelle que soit la situation, à la dernière minute, même si ça part en couille, l'armée est la seule structure organisée dans un pays pour reprendre les choses et mettre de l'ordre. Donc, partout, aujourd'hui, toutes les dictatures sont en danger, même si les contextes ne sont pas les mêmes, même si les situations politiques ne sont pas les mêmes, même si les situations sont particulières à chaque pays. Toujours est-il que le point commun, c'est que les gens n'en peuvent plus de ces régimes corrompus, ces régimes qui s'enrichissent, ces régimes qui privent les citoyens de tout, ces régimes où les barons s'enrichissent, ces régimes où les jeunes n'ont pas d'avenir. Et donc, cette génération Z qui est en train de faire un effet domino pratiquement dans tous les pays, va finir par emporter ceux qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités en engageant des réformes politiques et qui permettent aux gens de souffler un peu. Sur le cas de Madagascar, ce président qui était assez autiste, qui était sourd, totalement sourd, quand il a senti venir le danger, c'est comme les dictateurs, ils ont toujours un quart d'heure de lucidité. Il s'est rendu compte qu'il faisait fausse route. C'est lui-même qui vient maintenant faire un discours pour dénoncer la corruption. Il dissout le gouvernement et il demande à la population de lui donner 1 an pour faire les réformes. Et s'il n'arrivait pas à faire les réformes, il va démissionner. Mais le peuple lui a dit, mon frère, c'est trop tard, il faut que tu partes. Dessous trop tard. Et c'est ce qui lui est arrivé. L'autre leçon à tirer aussi de ce qui se passe à Madagascar, où actuellement le président est caché en train de négocier sa fuite, c'est qu'il est seul. Il est seul. Donc, tous ces courtisans sont à la merci des populations. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ceux qui s'acharnent, ceux qui s'investissent au-delà de leur force pour soutenir Faure Gnassingbé au Togo, le jour où ça va chauffer, Faure Gnassingbé partira seul avec son hélicoptère. Il négociera pour partir seul. Et vous serez livré à la population. Et la colère de la population va s'abattre sur vous. Et c'est ce qui se passe actuellement à Madagascar. Aujourd'hui, ce président qui était si puissant, il est caché avec le dernier carré de ses fidèles, en train de négocier la fuite du pays, et ses partisans sont en train d'être visités un à un par les jeunes qui ont fait la révolution. Et ça, on ne peut pas empêcher ça. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont là, un peu partout sur les réseaux sociaux, en train de dire c'est fort ou rien, d'insulter les gens, d'attaquer les gens, de dire que le Togo ne va jamais changer, vous serez surpris par les événements. Et ce jour-là, vous serez seul face à votre destin. Faure, lui, il trouvera toujours le moyen de partir. Il montera dans un hélicoptère, il partira. Mais vous, qui êtes les fidèles soutiens, vous qui attaquez tous ceux qui disent aujourd'hui il faut que le Togo change, la population va s'occuper de vous. Et ça, c'est une constance de l'histoire. Et elle est infaillible. C'est une constance de l'histoire. Toutes les révolutions se sont terminées ainsi. La dictature, c'est un métier à risque. Les soutiens de la dictature aussi sont des gens à risque. Être dictateur, c'est un métier à risque. Être un soutien à un dictateur, c'est aussi un métier à risque. C'est-à-dire le jour où le dictateur tombe,
vous tombez ensemble. À la limite, le dictateur peut fuir, mais vous, les gens peuvent se décharger sur vous. Et donc, voilà les leçons que j'ai attirées des événements de Madagascar. Et ça, c'est une leçon de l'histoire. C'est pas seulement Madagascar. Dans tous les pays où les régimes de ce genre sont tombés, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, le Togo ne dérogera pas à la règle au moment venu. Et donc, voilà. Merci à Thomas. Merci infiniment pour avoir consacré un peu de ton temps pour être dans notre live. Et je te souhaite bon retour sur Paris. Merci. On reprend le cours. Yo guys, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était encore Ferdinand Haïti que vous avez dégusté tout à l'heure. Voilà, et il a encore fait des sorties pas possibles. Vous avez écouté des révélations qu'il a encore fait et ce matin. Oui, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement, car c'est très important pour ne rien rater. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car c'est ici que tout se passe. C'est ici que tu vas avoir toutes les actualités que tu veux. C'est ici que toutes les actualités se postent. Voilà, et je crois bien que tous ceux qui sont abonnés à moi vont le confirmer. Vont le confirmer. C'est ici seulement que tu peux tout avoir. Voilà, et je veux pas ajouter quelque chose sur ce que Ferdinand a eu à dire. Tout ce que moi je vais dire est que faire des débats dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites des débats pour nous prononcer les choses, dites des choses que vous voyez sur tout ce qu'il a eu à dire. Voilà, et je vais continuer par le dire. Je vais pas cesser de le dire pour que d'autres personnes aussi peut-être puissent peut-être trouver ce que je trouve en Ferdinand Haïti ici. C'est pas seulement la politique et tout. Parce que moi, je ne fais pas la politique, putain. Comme mon papa Kenzo l'a dit, mais j'aime beaucoup suivre ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la TVT, vous-même connaissez, la TVT ou bien la télé, si je dis la TVT, la télé n'a plus de valeur comme avant. Vous savez, la télé n'a plus de valeur comme avant. Avant, on voyait la télé, on regardait les journaux, ce qui se passe dans nos pays et tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est TikTok, c'est l'Internet. TikTok, YouTube et Facebook, tout ça là, vous comprenez. Donc du coup, celui qui nous donne certaines informations cachées, qu'on ne sait pas c'est qui, c'est Ferdinand Haïti. Certaines informations que après on découvre que voilà, c'était sont vrais. Mais vous savez, parce que après comment l'appelle-t-on, on attend par exemple celui de OTR. Celui de OTR ici, on a ça devait que les dames là ont été poursuivies et tout, vous voyez. Donc du coup, c'est Ferdinand Haïti qui nous avait fait découvrir ça premièrement. Dans ces dires, après c'est devenu truc là et puis vous voyez. Donc du coup c'est un peu ça, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de TVT, il n'y a plus de journal, tout ce qu'on regarde. Et aussi il y a une chose, faites attention à ce que vous écoutez, c'est très important. Ferdinand Haïti, vous connaissez depuis quand il a commencé ces trucs et tout, il y a certaines vérités qui sortent, voilà, qui sont confirmées au fait. C'est pour cela beaucoup de personnes qui le suivent. Moi, ce que moi j'aime beaucoup sur lui, c'est pas le fait qu'il est qui fait ses sorties et tout, non. Je le dis toujours, je vais continuer par le dire, c'est sa détermination que moi j'aime. J'aime beaucoup la détermination de Ferdinand Haïti. Il est déterminé. Depuis que moi je le connais, il est encore dans ça. En fait, il est dans son truc, dans son domaine. Il ne divague pas. Voilà quoi. Il est Ferdinand Haïti, c'est lui au fait. Il est dans son Ferdinand Haïti-ment. Il est dans son Ferdinand Haïti-ment. Voilà, non, il est toujours dans ce truc là. Les M sont venus. Olojo viri, genre Olojo, il se perd et tout, mais Ferdinand Haïti, lui, il reste toujours. Il est encore là, il continue, ça lui, comme il le faisait avant et tout.
Vous voyez? C'est ça que je dis, c'est sa détermination que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais si vous aussi vous aimez un truc chez Ferdinand Haïté, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aimez chez Ferdinand Haïté. Hein? Dites ça en commentaire. Dites que moi j'aime ça chez Ferdinand Haïté. On se capte après. Sinon, je lis tous vos commentaires et je commente aussi si vous voulez. Donc, du coup, commentez, que je vous réponde. Voilà, en chat, en commentaire. Je crois bien que je vais vous laisser ici. Abonnez-vous et on se capte pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bisous. Hein.